Notre monde familier occupe un espace dans lequel apparaît toujours le même ordre chronologique. Il faut que la chose existe avant que l'on puisse en jouir. Jamais un individu n'a conduit une voiture avant que celle-ci n'ait été fabriquée. Jamais une personne n'a dégusté un menu gastronomique qui n'a pas encore été réalisé. Cet ordre chronologique remplit les conditions pour la production de valeur sur les marchés des biens et des services. Des objets, des biens et des services, des produits alimentaires ou des voitures doivent d'abord être imaginés et fabriqués pour de potentielles ventes. Mais seulement à la suite de cette phase de vente, le capital peut disposer de cette valeur réalisée. Mais sur les marchés monétaires et les capitaux, cet ordre chronologique se trouve inversé. De la valeur qui n'a pas encore été produite se transforme par anticipation dans l'idée d'un titre de propriété ou d'une action comme du capital social supplémentaire. Pour comprendre comment ce mystère s'accomplit, il faut étudier de plus près le rapport qu'entretiennent un acquéreur et un vendeur d'une marchandise issue des marchés de capitaux, définis comme des marchandises d'ordre 2. Lors de l'émission d'une action ou d'un titre de propriété négociable, deux processus s'entremêlent. Le transfert d'une richesse capitaliste existante et, à travers l'émission de cette marchandise, la création de nouvelles richesses, capitalistes bien sûr, à durée déterminée. Il faut encore préciser de quelle manière de la richesse se voit transférée lors de l'émission d'une action ou d'un titre de propriété, lorsque l'investisseur décide d'un placement dans l'achat de titres de propriété. L'investisseur public ou privé, ou une personne morale, qui achète des actions émises sur les marchés financiers, peut en disposer tout de suite. Lors de la transaction, l'investisseur ne se trouve plus dans les mains vides et après cette défaite de son argent. Il n'a pas seulement donné son capital argent, il a échangé contre un titre monétaire qui n'existe qu'à la suite de cette transaction. À côté du capital de départ transféré, on trouve maintenant son reflet automatisé, un titre financier, comme une nouvelle ressource productrice de valeur future. Ainsi, vous opérez une distinction entre le pur capital argent composé de marchandises issues des marchés de capitaux et le capital qui dépend de ce qui se trouve investi dans l'économie réelle. Comment peut-on définir la notion de capital fictif? La notion de capital fictif détermine des marchés de capitaux qui produisent une valeur d'échange sans valeur d'usage, une richesse sans fondement productif, un intérêt acquis que l'on peut définir comme une prédation économique sur les ressources intangibles par l'information ou par le spectacle selon Guy Debord, ou comme le capital fictif selon Cédric Durand. Elle constitue toujours de la production de valeur, de la valeur d'échange, sans valeur d'usage. Il importe de contrebalancer la grande dévalorisation de valeur d'usage décrite par Norbert Henkel et Hans Lohoff dans la grande dévalorisation. Dévalorisation qui se comprend par l'automatisation et la numérisation. La production des biens et des services n'offre plus des potentialités de rémunération minimale aux salariés, ce qui illustre les causes de leur dévalorisation, face à la diminution du nombre de consommateurs en capacité de les acheter, ce qui conduit à la contrainte de l'endettement pour les salariés afin de remplacer la baisse de leur pouvoir d'achat. Si l'on pousse ces réflexions jusqu'au bout, alors la richesse capitaliste générale actuelle se compose toujours de deux éléments différents. D'un côté, de la valeur que le capital a accumulée en exploitant du travail vivant lors de la production de marchandises d'ordre 1. De l'autre, il s'agit de bien comprendre les transactions financières comme une capture anticipée de production de valeur future sous la forme de marchandises d'ordre 2. Comment s'articulent les notions de marchandises et d'innovation? La notion d'innovation résulte des travaux de recherche et de développement qui révèlent deux formes distinctes d'application. La première forme d'application se trouve dans les innovations sur les produits et les services, ou la deuxième dans les innovations sur les processus de production. Sous l'innovation des produits émerge la création de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs de l'exploitation du travail et l'extension de la production de valeur. Alors que les innovations sur le processus de production génèrent une division de travail vivant, hors des secteurs de transformation existants, et un rétrécissement de la production de valeur. D'un côté, l'invention de nouveaux produits, de l'autre, la transformation des méthodes et des processus de production conduisent à des influences différentes sur le système d'exploitation du travail. Durant les périodes où dominent les produits innovants, le système de production de valeur s'accroît. Quand les processus de production innovants deviennent dominants, le système de production de valeur se contracte. Comment rapprocher les concepts d'innovation et de marchandise? Si l'on aborde les processus innovants à l'origine de nouveaux systèmes de production qui aboutissent à une quantité de biens et de services avec moins de travail vivant, alors la quantité de valeur ainsi produite tend vers sa dévalorisation. Ainsi, le rapport de proportion entre les marchandises d'ordre 1 et les marchandises d'ordre 2 va caractériser une augmentation de la création de valeur ou une contraction de celle-ci au cours d'une phase particulière du développement économique et social. Durant les phases économiques pendant lesquelles triomphent les produits et les services innovants, le système économique s'accroît en produisant plus de valeur. Lorsque les processus de production innovants se développent pour devenir prépondérants, le système économique se resserre en réduisant sa production de valeur. Pourriez-vous nous présenter la notion d'industrie financière? La notion d'industrie financière provient de l'apparition des produits dérivés, pratiquement inconnus dans les années 70. Depuis, le montant total de tous les produits dérivés en circulation, à l'époque, ne constituait que 1 pour 1000 du PIB global. En 2011, la somme de tous les produits dérivés en circulation atteignait 1600% du PIB global. Les montants des produits dérivés échangés sont ainsi largement déconnectés de l'économie réelle. En juin 2021, la valeur notionnelle des sous-jacents liés aux produits dérivés de gré à gré s'établit à 600 000 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, soit 7 fois le PIB mondial de l'année 2020. Au-delà des produits dérivés,
Les marchandises issues des marchés financiers ont également connu au cours des 30 dernières années une croissance exponentielle au cours du boom de la nouvelle économie qui concernait essentiellement le domaine des actions, durant lesquelles on le constate en observant le développement des capitalisations boursières. En 1989, la capitalisation boursière de toutes les entreprises cotées au niveau mondial correspondait à 42% du PIB mondial. En 1997, c'était déjà 64%. En 1999, 100% du PIB mondial. Après le crash de la nouvelle économie jusqu'à 108% en 2020, au cours des 30 dernières années, l'industrie financière devient le véritable moteur de l'économie mondiale. Si l'on compare globalement ces deux périodes, à l'ère du capital fictif, il y a une chose qui saute aux yeux, le taux de croissance économique global n'atteint plus et de loin les sommets des années 1950 et 1960. Le volume de valeur capturé par anticipation à travers la multiplication des marchandises d'ordre 2 s'accroît beaucoup plus vite que la production de valeur.